Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ramify Well Tour. Aujourd'hui, je suis accompagné par Kevin Niens. Bonjour. Bonjour Kevin. Pour parler d'une stratégie dans le domaine du private equity qui est très populaire en ce moment, le secondaire. Et plus particulièrement du fonds que gère Kevin, Elevation Secondary. Kevin, rebonjour et merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir. Merci. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter à notre audience? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Kevin Niens, donc je suis marié, j'ai 9 enfants. Neuf. J'ai exactement. Donc je travaille dans l'investissement depuis une quinzaine d'années, hein. J'ai commencé ma carrière en M&A, fusion-acquisition à Paris et Londres. J'ai ensuite travaillé en audit d'acquisition chez KPMG. Et j'ai rejoint une banque, en fait, la Bred, où j'ai en fait traité en fait tous les investissements en private equity sur le bilan de la banque, avant de créer une société de gestion, Adaxtra Capital, au sein de cette structure, pour justement créer des produits d'accès à la classe du private equity à destination de la clientèle privée. Je suis ensuite allé travailler chez Pécan, qui est un autre acteur de la démocratisation du private equity, et j'ai rejoint Elevation Capital Partners il y a un peu plus d'1 an pour justement accompagner la croissance du groupe et renforcer l'offre de private equity à destination de la clientèle privée. Exactement, donc plus de 15 ans dans le monde du Exactement. private equity, un monde qui est quand même assez jeune, surtout pour le Oui. retail, donc ça fait de toi un doyen Un avec ancien, un ancien, on va dire ça comme ça, chez Adaxtra, chez Pécan, avec qui on travaille aussi. bien sûr. Donc ça montre que c'est vraiment un petit monde, et donc ravi aujourd'hui de pouvoir échanger à propos du fonds Elevation Secondary. Et surtout, je pense que ce qu'attendent beaucoup nos spectateurs et notre audience, c'est de vraiment comprendre, parce que tu es un vrai spécialiste de cette stratégie qui est la stratégie du secondaire, Mhm. c'est pourquoi autant d'excitation en ce moment, pourquoi autant de personnes qui disent que c'est le moment potentiellement d'investir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Et, euh, On va essayer, et, de- euh, on va essayer de répondre à toutes ces questions, effectivement. Exactement, exactement. Bon, je pense qu'on peut se lancer Oui, avec sur la plaisir. présentation Alors et effectivement, commencer. on peut balayer en quelques mots le groupe, hein. Moi, je suis parti effectivement de la société de gestion Elevation Capital Partners, qui fait partie du groupe Interinvest. Alors, Interinvest, c'est important, c'est un groupe qui a quasiment 35 ans d'existence, qui a créé des produits financiers qui à l'origine étaient des produits de défiscalisation, tout ce qui est girardin industriel, et qui très vite a décidé de renforcer ses activités et d'avoir quelque part d'autres domaines d'intervention, à la fois de l'immobilier, à la fois des sujets d'épargne, Mhm. et qui a lancé également une société de gestion il y a une dizaine d'années, avec pour but justement de distribuer des produits à destination de tiers Mhm. dans différentes verticales, des produits de gross equity, des produits d'immobilier également, des Mhm. produits de SCPI et des produits de fonds, Mhm. justement il y a 3 ans, avec le souhait de créer des produits d'accès à la classe d'actifs sous format fonds de fonds. Mhm. Et d'ailleurs, on a accueilli Julien Godard deux Ah, fois, qui est une autre représentation de l'activité fonds de fonds chez Interinvest. exactement. Mhm. Julien Godard, que je connais depuis 10 ans, hein, parce qu'on Mhm. a créé Adaxtra en fait ensemble. Et Mhm. moi, je l'ai rejoint il y a 1 an et demi pour accompagner la croissance qu'il avait initiée avec le produit Myriad, dont Mhm. j'imagine que vous avez Ouais, parlé lors Myriad d'un 1 et instant. 2. On a Exactement. fait les, Vous les avez fait deux de la événements totale. avec vous, La totale. effectivement. Bon, en tout cas, toujours est-il que la société de gestion, donc Elevation Capital Partners, qui fait partie du groupe Interinvest, donc il y a un groupe qui a une certaine ancienneté, hein, 70 000 clients depuis 35 ans. Aujourd'hui, elle fait 180 millions d'euros à fin 24. Le Mhm. but, c'est de faire passer les encours à cette gestion à 1 milliard cette année. Mhm. Donc, quelque chose voilà, d'ambitieux. On est sur une Mhm. bonne dynamique. On a une collègue qui a été assez forte l'année dernière. Mhm. Donc, ça, on en est ravis. Et dans cette société de gestion, il y a non seulement la pratique fonds de fonds que je représente, avec Julien, moi je monte Mhm. notamment la pratique secondaire. Il y a également d'autres activités, private equity, donc du gros equity, de l'immobilier, des FPCI et une SCPI spécialisée sur les dom-toms. Mhm. Alors c'est effectivement derrière ces mots-là, il y a des gens, des Mhm. vrais gens quelque part, qui travaillent sur ces différentes verticales, pardon. Sur la verticale fonds de fonds, donc il y a Julien Godard et moi. Il est prévu qu'il y ait un renfort également parce que Ok. l'activité ayant beaucoup cru Mhm. ces dernières années, il faut renforcer les équipes pour délivrer toujours la même qualité aux clients finaux. Et ce qui est aussi important d'avoir, et de souligner, c'est toutes les équipes de support derrière, tout ce qui est middle office, back office, Mhm. marketing, qui font également partie intégrante en fait du succès de la distribution Mhm. et du succès de nos produits. Parce Mhm. que c'est une équipe pleine et entière qui permet de faire ce type de solution à Mhm. destination des, Non, des bien clients sûr. privés. Alors ça, j'en ai dit un mot, hein. Ça Mhm. fait pas mal de temps que je suis sur ce marché-là. J'ai eu l'opportunité de créer un certain nombre de fonds à la fois Mhm. chez Adaxtra Capital, chez Pécan et chez Elevation Capital aujourd'hui, et d'investir dans de nombreux fonds de private equity, à la fois Mhm. primaire, secondaire et de co-investissement. Et bon, je pense qu'on peut en parler. Tu étais vite passé dessus par humilité, je pense, mais quand même un track record avec un TRI de plus de 15% net par an
sur ta longue carrière, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut souligner. Mais c'est gentil, c'est Mm. gentil. Non, non, effectivement, bah, on fait ce métier. Enfin, moi, je fais ce métier depuis pas mal d'années. Mm. C'est un marché que j'ai quadrillé depuis de nombreuses années. Je connais quand Mm. même beaucoup d'acteurs, à la fois en France, en Europe, un Mm. petit peu aux États-Unis également. Et c'est vrai que les produits qu'on a construits, bah, on a à cœur de faire rentrer les meilleurs sujets possibles pour délivrer Mm. la meilleure performance possible Mm. à la fin pour le souscripteur final. En Mm. tout cas, c'est notre but. On travaille pour ça. Mm. Mm. Si maintenant je peux revenir peut-être plus précisément sur l'idée de ce produit Mm. et notre proposition de valeur, hein, si je puis l'exprimer ainsi. Alors, le but déjà, c'était de faire quelque chose qui soit un peu complémentaire à Myriad, hein. Myriad, c'était un produit d'accès qui faisait essentiellement primaire, c'était le moteur de la performance, un peu de secondaire pour éliminer la courbe en J Mm. et un peu de co-investissement. Là, on a décidé de se concentrer sur le marché secondaire parce qu'on pense que la dynamique est bonne et parce qu'on pense que le momentum est intéressant. J'y reviendrai tout à l'heure. Mm. Toujours est-il que les solutions qu'on propose, nous, bah, c'est un produit d'accès. On vous permet d'avoir accès à une classe d'actifs qui est le private equity, qui est une classe d'actifs qui est difficile d'accès pour des raisons de connaissance, pour des raisons d'accès à l'information et pour des raisons de tickets. Bien Mm. souvent, pour faire partie, pour prendre part et investir dans un fonds de private equity, il faut mettre au minimum 3, 4, 5 millions. Mm. Bon, c'est compliqué, c'est pas Mm. accessible évidemment à toutes les bourses. Nous, les solutions qu'on va designer, qu'on va créer, qu'on va construire, bah, ça va permettre en un ticket d'avoir accès à différents fonds qui ont été Mm. sélectionnés par nos soins et sur lesquels on espère, en tout cas on travaille pour ça, il y aura de la performance qui sera Mm. délivrée et qui sera donc permettra d'avoir accès à la performance dite private equity. Mm. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le marché secondaire? On en parle beaucoup. Mhm. C'est important de savoir et délimiter un petit peu le sujet. Alors, le marché secondaire, en fait, c'est assez intuitif, hein. C'est le marché de la seconde main du private equity. Plus précisément, vous êtes détenteur de parts d'un fonds de Raseo, d'un fonds d'Ardian, d'un fonds de PAI, par exemple. Euh, Théoriquement, bah, vous devez porter ces parts jusqu'à la fin du produit, donc pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est le principe même du private equity où on vient capter la prime d'illiquidité. Mm. Donc, l'espérance de rendement un peu supérieure par rapport à d'autres sujets liquides, Mm. elle provient du fait que c'est illiquide. Maintenant, pour plein de raisons, il se peut que vous ayez besoin de vos liquidités en cours de vie. Au bout de l'année 6, 7, 8, vous avez besoin de vos liquidités parce que vous avez un besoin, parce que vous avez envie de redéployer ce capital sur autre chose, sur d'autres classes d'actifs. Et bien en fait, étant donné que ce besoin, bah, il a quand même été de manière empirique assez important, et ben en fait, c'est développer une classe d'actifs qu'on appelle le marché secondaire qui va venir proposer une solution de liquidité justement aux personnes qui souhaitent céder des parts de fonds en cours de vie du fonds. Mm. Donc, Très clair. et ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle effectivement on mentionne aujourd'hui un certain timing, un certain momentum de marché, un certain intérêt pour la classe d'actifs du secondaire, c'est que le marché primaire a beaucoup cru ces dernières années. Ça, on le sait. Le private equity au sens large fait l'actualité dans les journaux. Il y a beaucoup d'institutionnels qui ont largement alloué du capital sur ces classes d'actifs-là. Il y a beaucoup d'investisseurs privés qui ont également investi lourdement dans la classe d'actifs. Et en réalité, le marché secondaire, ça n'est que la dérivée du marché Mm. primaire. C'est-à-dire que le marché secondaire va se nourrir, va prendre sur le stock au bout de l'année Avec un petit décalage, mais ouais. 4, 5, Mm. 6, 7 ans, Mm. avec un décalage, effectivement. Et ce qu'on voit, c'est que, étant donné que cette poche primaire, elle a augmenté, Mm. bon, on sait très bien que c'est sur ce stock que vont Mm. s'asseoir les transactions à venir. Mm. Et ça rend quelque part le fait, on est certain du fait que la classe d'actifs, elle est en croissance et cette croissance va continuer. Mm. Et je dirais même que cette croissance va s'accentuer toutes choses égales par ailleurs, parce que ce qu'on constate empiriquement, c'est qu'il y a environ 10%, 10 à 12% des parts de fonds qui changent de main au cours de la vie d'un fonds. Par exemple, vous avez un fonds de PAI, bah, il y a à peu près 10% de la taille qui change de Et main quel au que cours soit de le 10 type ans. de fond, là, c'est général sur C'est le. général. Ouais. Alors, il y en a qui c'est un peu plus, un peu moins, mais en moyenne, Mm. c'est 10, c'est quand même pas rien. Mm. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un changement de mentalité depuis 3-4 ans qui fait que, auparavant, lorsque vous étiez institutionnel et que vous faisiez une transaction secondaire, c'était un petit peu sous le manteau, un petit peu caché, Mm. pas officiel. Maintenant, ça devient un acte de gestion assez Mm. normal quelque part. Mm. Donc en fait, nous, ce qu'on anticipe, c'est que ce pourcentage de 10-12%, bah, il va augmenter, il va passer peut-être à 14, 15, 16%, donc ce qui va augmenter encore un petit peu la taille du marché secondaire. Et ça nous conforte dans le fait que, bah, en proposant ce produit-là, on propose un produit dans lequel, bah, voilà, c'est une classe d'actifs en croissance future, sur lequel il y a une vraie dynamique. Mm. Et peut-être pour revenir sur le premier élément de ton analyse, c'est une question que j'essaie de poser à tous les gérants qu'on invite. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du private equity versus d'autres types de financement sur le marché, à Alors, je ton pense, avis? je pense que ce qu'il a expliqué au début, et ça, en tout cas, c'est mon expérience que j'ai connue chez Mm. Adaxtra, c'est qu'on était quand même à un moment où, en fait, on avait du mal à trouver du rendement ailleurs
C'est-à-dire Mmh. qu'il y avait les taux qui étaient à zéro, il y avait finalement une certaine sinistrose, une certaine difficulté à trouver du rendement. Et le private equity, bah, il apparaissait un petit peu comme, certes, illiquide, Mmh. certes, placement long terme, mais aussi offrant un différentiel de performance potentielle nettement supérieur aux autres Mmh. classes d'actifs. Et ça, je pense que c'était un élément déclencheur D'accord. qui après continuait. Mmh. Euh, Ouais, parce que quand les clients sont contents, on remonte un fonds plus gros et ça continue. C'est Mmh. exactement ça. Et je Mmh. pense que vraiment cet élément-là est assez critique, hein. J'ai vu comment c'était vendu en 2017, donc ça 2017-2018, et c'était vraiment, bah voilà, vous cherchez un peu de rendement. À l'instant T où on se parle, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent rentrer Mmh. dans cette définition-là. Mmh. Mmh. OK. Ce qui est aussi important de dire, et peut-être que j'ai oublié un aspect sur ce sujet-là, c'est que, on verra aussi tout à l'heure, c'est que actuellement le stock de choses qui sont à vendre est largement supérieur Mmh. au stock d'argent pour l'acheter. Autrement dit, les acheteurs ont la main. Mmh. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça veut dire que bah, les acheteurs, les fonds secondaires peuvent faire leur choix. Ils peuvent choisir d'acheter tel sujet et au contraire de ne pas acheter celui-là. Mmh. Donc ils sont quelque part, ils peuvent être sélectifs. On est dans un marché, et c'est pour ça qu'on parle de momentum du marché secondaire, parce que à l'instant T, bah, il y a plus de choses Mmh. à vendre que d'argent pour les acheter. Donc les acheteurs, les bons acheteurs, bah, peuvent faire le tri en fonction de leurs critères et choisir les choses Mmh. en leur âme et conscience sans être forcés de rentrer dans telle ou telle opération. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui se retransmet, en tout cas partiellement, dans ce sujet de la décote. Parce que quand on parle de marché secondaire, inéluctablement, on va parler de décote. Et la décote, c'est quoi? C'est tout simplement le prix de la liquidité. Mmh. Vous souhaitez vendre des parts, ces parts sont normalement liquides. Le fonds secondaire vous propose une solution de liquidité, vous dit je veux bien te racheter tes parts, Mmh. mais évidemment il faut faire un petit effort sur le prix. Mmh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on observe une décote qui fluctue avec le temps, qui est environ de 15% actuellement. Alors évidemment, ça dépend du fonds, de la stratégie, de la géographie, etc. Mais toujours est-il que voilà, on va dire, voilà, je rachète des positions dans un fonds, elles valent normalement 100 000 euros, en tout cas facialement 100 000 euros, la valeur de marché c'est 100 000 euros. Je les vends, moi je veux bien les acheter, je suis en fonds secondaire, je veux bien les acheter, mais je vais pas les acheter 100 000, je vais les acheter 85 000, Mmh. 90 000, parce que bah voilà, je t'offre une solution de liquidité. Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'immédiatement, mécaniquement, déjà, vous éliminez la courmangie, Mmh. parce que mécaniquement, vous créez un petit peu de valeur. Dans vos livres, bah, ça vaut immédiatement 100 000 alors que vous l'avez acheté 85 ou 90. Et de deux, bah, ça permet aussi d'absorber potentiellement un petit choc si jamais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Mmh. Ce qui confère à ce produit-là un aspect un peu défensif. Mmh. Et aussi, vous avez un peu la vue quand même sur l'état du fonds et les actes de gestion Tu as, de l'équipe gérante. tu as Mmh. entièrement raison, et Mmh. c'est un élément fondamental que j'ai oublié de souligner, c'est que lorsque vous êtes en fonds secondaire, vous rachetez en année 4, 5, Mmh. 6, 7, donc vous voyez déjà ce qu'il y a dans le fond. Vous Mmh. voyez ce qui n'a pas marché, vous voyez ce qui peut marcher, Mmh. et surtout, vous n'êtes pas en mode, bah oui, j'achète sans vraiment savoir. Mmh. J'achète en mode au début du fond. Mmh. Et ça, c'est important parce que vous achetez avec une décote ce que vous voyez. Mmh. Donc ça confère vraiment un aspect défensif assez Mmh. stratégique qui est reconnu comme Mmh. tel. Et je me permettrais de donner et de rebondir un petit peu sur ta remarque qui est très bonne, donner un petit peu une comparaison qui nous a été donnée par un grand fonds US qui est Lexington, et qui donne toujours cette comparaison, alors qui, comme toute comparaison, comporte des limites, mais qui est importante, qui est assez intéressante à mentionner. C'est que voilà, j'investis dans un fonds primaire. Bah, c'est un peu comme si, quelque part, dans une course de chevaux, je me positionne au tout début, je regarde les chevaux, je connais leur coach, je connais Mmh. les jockeys, et je vais me positionner en disant, ouais, je vais Mmh. tenter de trouver le vainqueur avec les informations que j'ai à l'instant T, qui sont pas énormes, hein. La Mmh. course n'a pas commencé. Ça, c'est les fonds primaires. Mmh. Fonds secondaire, bah, vous faites la même chose, mais la dernière ligne droite. Donc Mmh. il n'y a plus que 2-3 chevaux qui peuvent gagner. Les codes ne sont pas les mêmes, Mmh. mais on sent bien que la probabilité de gagner, elle est quand même Ouais. plus forte Mmh. qu'au début de la course. Ça, c'est Mmh. les fonds secondaires, ce qui explique que bah, bien souvent, les transactions Mmh. sont plus souvent gagnantes qu'effectivement dans Mmh. dans les fonds Ouais, bien primaires. sûr. Et tout ça, la résultante de tout ça, c'est bien évidemment à partir du moment où vous rachetez des choses que vous avez vues, qui sont connues, vous avez pu mettre un prix qui, en général, va présenter un niveau de décote Mmh. qui donc va être intéressant, en tout cas à l'entrée. Vous avez déjà matérialisé une plus-value potentielle. Bah, tout ça explique que quand on regarde les choses de manière assez froide et qu'on regarde des historiques de performance, bah, on voit que les fonds secondaires, bah, y a, sur un échantillon, bah, il y a 1% des fonds secondaires Mmh. qui historiquement perdent de l'argent. Ça veut Mmh. dire quoi? Ça veut dire que vous prenez 100 fonds secondaires au hasard, bah, il y en a un qui perd de l'argent. Mmh. Et quand on fait un focus sur
le fonds secondaire qui perd de l'argent ou les fonds secondaires qui ont perdu de l'argent, ben, on voit qu'en général, à 95% du temps, bah, ils rendent 80% de l'argent. C'est-à-dire qu'on Hmm. n'est pas non plus dans des sujets qui vont Ouais, complètement perte. partir au tapis. Mais tout ça, c'est logique, ça va avec la visibilité sur les actifs que Hmm. tu mentionnais tout à l'heure, et ça va avec le fait aussi que on choisit ce qu'on achète, il y a la visibilité Hmm. sur les actifs, il y a la Hmm. décote, et ça rend Hmm. à cette classe d'actifs de fonds secondaires un aspect défensif à mettre en relief d'un fonds LBO classique où le pourcentage de perte est plutôt de 8%, Hmm. et à l'autre extrême, évidemment, tout ce qui Ouais. est venture capital, où il y a plus d'optionnalité, il y a plus de volatilité, Hmm. évidemment, étant donné bien sûr que à chaque sous-segment est associé un profil de risque-rendement Hmm. qui dépend Ouais, du bien sûr. client final, hein. Moi, ce que je trouve frappant dans ce graphe, c'est la différence entre, enfin, le comparatif entre le fonds secondaire et le fonds de dette privée. Que d'un côté, bah, pour moi, dès que je vois equity versus dette, je me dis, oh là là, mais Mais en c'est fait, édifiant. ouais, mais en fait, alors je vais te dire pourquoi. En tout cas, mon interprétation, c'est que la dette privée, bien souvent, sont des produits de TRI, donc c'est-à-dire que ça tourne vite, Hmm. mais les multiples qui sont générés sont en général assez faibles. Quand je parle de dette Hmm. qui est voilà, stable, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où il y a un deal perdant, bah, ça élimine une grosse partie de la performance. Et si on a un deuxième, Hmm. ça vient entamer le capital. Alors, bien souvent, il n'y a pas de perte, mais quand il y en a, Hmm. on passe quelque part assez vite. On peut passer assez vite de l'autre côté de la barrière. Hmm. Ça, en tout cas, c'est mon interprétation sur le Ouais, je sujet de vois. la dette privée. Ouais, je comprends. Ok. Euh, le marché secondaire, évidemment, comme tout sujet qu'on met derrière un vocable unique, bah, c'est Hmm. plus compliqué qu'il n'y paraît. Mhm. Et ce qu'on voit, ce qu'on observe, hein, parce que le marché, bah, il est jamais statique, hein, il est dynamique et il est en évolution, bah, c'est qu'à l'instar du marché primaire qui s'est beaucoup développé, beaucoup spécialisé ces dernières années, bah, le marché secondaire suit la même tendance. C'est-à-dire Hmm. que le marché secondaire, bah, il y a des acteurs généralistes, hein. Je citais Lexington tout à l'heure, bon, gros acteurs qui vont se positionner sur de grosses transactions, qui vont acheter des positions à 500 millions, 1 Hmm. milliard de fonds de pension US. Et à côté de ça, on a des acteurs plus petits, plus nichés. Je pense à Bex, hein, que Hmm. tu connais bien, qui est spécialiste sur les rachats de parts de fonds de fonds. Je pense à Kubera, un acteur qui est spécialisé sur les rachats de parts de fonds uniquement dans les marchés nordiques. Hmm. Tout ça pour dire que bah, le marché se structure, il répond aussi à des besoins différents, et il y a des acteurs de niche qui vont se trouver sur des sous-segments du marché quelque part pour adresser des besoins un peu particuliers, sur une taille Hmm. forcément plus petite que des gros acteurs, mais sur lesquels il y a aussi de l'alpha à aller chercher. Nous, c'est notre conviction, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, dans le portefeuille qu'on construit, on va mixer quelque part des acteurs généralistes, qui vont être un peu l'ossature du produit, la colonne vertébrale, en ajoutant Hmm. quelques sujets un peu plus spécialisés sur lesquels on va tenter. Alors évidemment, on tente, on ne réussit pas toujours, hein, Hmm. on va tenter de trouver de l'alpha. Hmm. Et donc, oui, la proposition, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est de donner accès via un portefeuille qu'on construit. Alors, c'est peut-être aussi une spécificité qu'on a chez Elevation Capital, c'est qu'on va vraiment faire un portefeuille qui va adresser les différents segments, les différentes Hmm. couleurs en fait, de la classe d'actifs pour vraiment refléter sa diversité et Hmm. diminuer aussi le risque, hein, parce qu'en prenant des choses Bien différentes, en sûr. les adjoignant, bah, mécaniquement, ça fait baisser Hmm. Hmm. le 1% toutes légal par ailleurs en tout cas, qu'on mentionnait tout à l'heure. Et chose importante, alors une notion un peu complexe, mais je me permets quand même de l'aborder ici, c'est, troisième sujet, c'est qu'on va, nous, notre obsession, c'est aussi de mettre le capital au travail. C'est-à-dire qu'on va optimiser le fait que le capital qui nous est confié soit réellement mis au travail. Je m'explique. Un scripteur qui met 100 000 euros, nous, on va faire en sorte qu'on va prendre des engagements dans des fonds. On va probablement prendre un tout petit peu plus d'engagement que la taille du fonds. Pourquoi? Bah, parce que justement, pour faire en sorte que l'intégralité des 100 000 euros qui nous sont confiés, bah, il y a un multiple, ça soit vraiment investi, il y a un multiple qui s'applique sur ces 100 000 Hmm. euros. Et ça fait une différence importante. Ça peut paraître un peu obscur, un peu lointain, mais ça fait une différence assez importante à la fin parce que euh, ce que vous rentrez dans le portefeuille, c'est ce qu'on appelle la performance brute. Donc vous pouvez avoir de très beaux actifs dans le portefeuille qui livrent d'ailleurs une belle performance. Mais pour plein de raisons, bah, vous avez mal équilibré les choses ou pas optimalement, et au lieu de mettre 100 000 euros au travail, vous avez mis 85 000. Hmm. Bah, à la fin des fins, ça va faire une différence énorme versus un fonds à côté avec les mêmes actifs Hmm. qui auront mis 100 000 euros au travail. Tout notre job, notre mission et quelque part notre obsession, et depuis l'intégralité des fonds qu'on gère avec Julien, c'est de mettre cet argent au travail. Hmm. Et donc c'est le troisième sujet qu'on Mais fait ça va également dans être, le ça va être produit. intéressant parce que c'est des sujets qui intéressent souvent notre audience. Et comment est-ce que vous faites votre sélection?
Oui, en tant que gestionnaire de fonds. C'est aussi ça, bien sûr. votre valeur ajoutée et peut-être, mieux expliquer comment est-ce que vous faites pour vous assurer que ce capital travaille, day one? Bien sûr, Mmh. bien sûr. Bah, ça, je reviendrai avec grand plaisir, tout à l'heure quand il y a un slide, effectivement sur le sujet. Alors, quand je passe à la solution d'investissement, donc Élévation Secondary, hein, qui est un fonds qu'on a lancé, courant mars, 2024, donc une petite année. L'idée, c'est quoi? C'est dire, voilà, à travers un ticket que vous prendriez, chez Élévation Secondary, bah, vous avez accès par transparence à plusieurs milliers d'entreprises. On va effectivement sélectionner une dizaine de fonds différents, avec des positionnements différents, des géographies différentes. Potentiellement, on se garde la possibilité d'avoir une poche, pardon, une quinzaine de pourcents de co-investissement, donc des investissements aux côtés de fonds secondaires qu'on a en portefeuille, qui nous permettent de diminuer les fees au total et sur des opérations qui nous semblent intéressantes. Mais in fine, tout ça, ça permet quoi? Bah, ça permet au scripteur final d'avoir accès à un portefeuille extrêmement diversifié, de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'entreprises dans des secteurs différents, dans des géographies différentes, avec des gérants différents et plus important, avec des millésimes différents. Mmh. Le plus important en private equity, c'est de travailler sur des millésimes différents parce que c'est la plus grande des protections. On ne peut pas timer le marché. Personne ne Mmh. peut timer le marché. Mmh. En tout cas, Mmh. c'est pas une compétence qui est si répandue que ça. Et donc, en fait, on dit toujours investissez régulièrement en private equity. Bah, Mmh. le marché secondaire, c'est une machine à voyager dans le temps. Quand vous rachetez Mmh. des positions, vous rachetez des positions qui ont 5, 6, 7, 8 ans, vous lissez les points d'entrée. Ça, c'est D'accord, OK, fondamental. c'est ça ce que tu as OK, Ça, d'accord. c'est fondamental. Donc même dans la sélection des fonds, tu essayes de ne pas rentrer une seule année pour éviter un timing, Il y a de marché ça, et qui puis il y a aussi des fonds qui vont être plus spécialisés dans prendre des positions qui est plutôt 4-5 ans, plutôt qu'il y en a qui mmh, vont 7-8 ans, et ça va aussi lisser. Parce d'accord. que c'est ce lissage qui permet de dire, bon voilà, mon portefeuille, vraiment, il est diversifié. Mmh, Parce que cette diversification temporelle, elle est aussi très importante en mmh, réalité. mmh, Elle confère beaucoup de solidité au produit de notre point de vue. Et l'idée de l'allocation cible, hein, c'est une dizaine de fonds qui vont mêler des fonds généralistes, hein, le sature un petit peu du sujet, des fonds spécialistes qui vont mmh, adresser des niches de marché, en sachant que les statistiques, elles sont ce qu'elles sont, hein. Fonds généralistes, on va aller chercher du 1,7 net, 1,6, 1,7 net, fonds assez gros en général, mmh, hein. Bêta plus de marché. Fonds spécialistes, bah, c'est des fonds qui vont être en mesure d'aller chercher du 2, mmh, un peu plus que 2 net. Fonds plus petits, forcément, mmh, plus agiles, sur lesquels ça va être un peu notre poche d'alpha. Et on se mmh, garde 15% mmh. de possibilités de Est-ce faire que du est-ce que tu co-investissement. pourrais, redéfinir, parce que c'est intéressant ce que tu dis, bêta, bêta Oui, plus et alpha, et comment est-ce que tu lis ça à des multiples? À chaque fois tu dis 2 ou 1,7? oui. Bah, en fait, le bêta, c'est quelque part, c'est le marché. Quand vous faites le Mmh mh. bêta, vous faites la performance moyenne du marché. Mmh. Bah, on parle d'ETF en ce moment dans le Mmh. côté. Bah, quand vous prenez un ETF, vous faites le marché. Donc, Bah, 7-8%. c'est le marché. Donc, Mmh. quand vous faites plus que le marché, vous cherchez de l'alpha, vous faites plus que cet Mmh. ETF. Bon, prêt equity, ça va être un peu la même chose. C'est qu'on va dire, OK, nous, notre conviction, c'est que les gros fonds, de facto, bah, Mmh. ça devient un petit peu le marché. Parce que vu que c'est l'essentiel des actifs, Mmh. quand on fait la moyenne du marché, bah, ils vont compter plus que les autres. Mmh. Et il y a aussi un sujet, c'est qu'à partir du moment où vous êtes très gros, votre performance a quand même tendance à se moyenniser un petit peu. Mmh. Donc, c'est clair. Et nous, notre job, quand on va chercher des fonds un peu généralistes, c'est de trouver des fonds qui soient effectivement gros, qui vont faire le Mmh. marché potentiellement un peu mieux que le marché, mais ça restera de facto Mmh. un peu collé au marché, parce qu'encore une fois, ils vont compter beaucoup dans la pondération Mmh. finale de la performance globale du marché. Et l'alpha, au contraire, bah, c'est de trouver des fonds qui sont en général un petit peu différents, avec Mmh. un aspect un petit peu plus niche, sur lesquels bah, voilà, nous, on va tenter de bien maîtriser que le risque soit Mmh. aussi contenu, hein, parce qu'il ne s'agit pas de prendre un profil de risque Mmh, qui bien soit sûr. complètement absurde. Mais c'est des stratégies un peu plus recherchées, qui adressent en général des marchés un peu moins convoités, sur lesquels il y a un peu moins d'efficience, hein, c'est Mmh. aussi ça, hein, et qui vont permettre d'aller chercher un peu plus de Mmh. performance. Et donc, pour toi, le bêta d'un fonds, classique, c'est 1,7 de 1,6, multiples? 1,7 OK. de Et quand tu dépasses 2, là, tu cherches ah un petit oui, peu oui, plus non, de mais OK. 2, même quand tu tutoies 2 et quand tu OK, dépasses 2, oui, 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 ça OK. tu clairement dans le Multiple sur fond. capital investi. Oui, exactement. Exactement. Donc Très ça, c'est la clair. philosophie de ce produit. Alors oui, notre méthode de sélection, alors, elle est la même en réalité entre les fonds primaires, les fonds secondaires, les co-investissements. C'est-à-dire que nous, on a un deal flow qui est assez riche, hein, qui provient de différents sujets. À la fois, on a les apporteurs d'affaires. Donc, comme M&A, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui sont des intermédiaires, qui nous présentent des fonds.
On a également tous les fonds qu'on connaît. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, donc on connaît quand même pas mal de gens, hein. Ah, donc il y a la même logique avec le banquier d'affaires qui arrive pour vendre des Ah parts oui, de fonds. oui, oui, OK, je bien ne sûr, savais bien pas. sûr. Si, OK. si, 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 en fait, tu as des intermédiaires qui, quelque part, qui sont les représentants, hein, Mmh, les mmh. agents, d'ailleurs, Ils ça sont s'appelle des agents, mandatés. agents de Mmh, placement, mmh, qui viennent te voir en disant, bah voilà, j'ai ce fonds-là en mmh, magasin, est-ce que ça t'intéresse, qui, quelque part, facilitent le mmh, sujet, mmh, mmh. qui font le travail d'un banquier d'affaires. Donc ça, c'est une piste, enfin, c'est une, euh, une source, en fait, de deal flow. Et on en a une seconde, c'est notre réseau, hein, on connaît, on est sur ce marché depuis 15 ans. Il y en a une troisième que j'ajouterais, c'est tous les échanges informels qu'on fait avec les pairs à la fois chez les instituts. Moi, j'ai un milieu institut à la Mmh, base, hein, mais aussi les familles. On parle avec beaucoup de gens, les âgés, dans les rêves mmh, calls, etc. Donc, ça crée beaucoup de liens à la fin dans mmh, des gens qui investissent au sens large, hein, institutionnel et famille. Et ça donne aussi à la fois beaucoup d'idées et aussi beaucoup de. Ça peut être positionner les acteurs aussi les uns par mmh, rapport aux autres. mmh. Et oui, une fois qu'on a ce deal flow, bah, on va commencer le travail d'analyse qui est à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est l'analyse de données, c'est rentrer comment est générée la performance. Dans les fonds secondaires, ce qui est très important, c'est où est le levier. Toujours Mmh, du levier. mmh, Tous les acteurs secondaires à qui je parle me disent, mais chez nous, il n'y a pas de levier. Sous-entendu, chez les autres, il y en a. mmh, Après, qu'est-ce qu'on appelle levier? Non, il peut y avoir du levier effectivement au niveau des deals, il peut y avoir des leviers au niveau du fonds, il peut y avoir du paiement différé qui est aussi une sorte mmh. de levier. Mais c'est Ok. intéressant. Si tu peux passer un petit peu plus de temps sur cette notion-là, en quoi est-ce que c'est important dans l'analyse et c'est quoi les risques? Bon, on connaît les risques du crédit, mais où est-ce que toi tu places la limite? Ah bah la limite c'est que bah, le levier ça va dans les deux sens. Donc Mhm. ça va dans les sens, il faut qu'il soit maîtrisé et il faut qu'il soit adapté aussi aux opérations. Mhm. Moi ça me dérange pas d'avoir du levier et même du levier qui peut être important sur une opération extrêmement diversifiée sur lequel mécaniquement il va y avoir beaucoup de cash flow qui vont venir rembourser et apurer la Mhm. dette rapidement. C'est un peu plus embêtant parfois et tu le vois hein, sur le marché d'avoir du levier sur des deals dans lesquels il y a un ou deux actifs, ce qui est un peu Mhm. plus embêtant si on a la liquidité qui est retardée. Et c'est aussi important de voir où est générée, comment est générée la performance. Est-ce qu'elle est générée par la décote? Est-ce qu'elle est Mhm. générée par la croissance des actifs? Il faut savoir qu'en moyenne, et ça c'est un sujet que j'ai pas abordé, donc merci de me poser ces questions, c'est en moyenne la décote, ça n'est que 20-25% de la génération de performance. Donc c'est-à-dire que le reste, bah, c'est les actifs qui croissent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les fonds secondaires, ils sont capables de choisir des actifs à potentiel. C'est qu'outre la décote, bah, l'essentiel de la création de valeur, c'est parce que c'est des actifs rentables, profitables, en croissance, sur lesquels il reste encore du jus de création de valeur au moment où l'opération est faite. Et ça, c'est important qu'on regarde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stratégies dans lesquelles bah, la décote à l'entrée, qui représente 80% de la valeur, c'est une mauvaise stratégie. Mais c'est-à-dire Mhm. que c'est important pour nous de placer le curseur. Quel est l'usage de la dette dans le fond? Quel est euh, les métriques de génération de performance, quelles sont les métriques de génération de performance. Dans un marché complexe, ils se spécialisent. Est-ce que les gens font le même type de transactions? Est-ce qu'ils font des pas de côté? Est-ce qu'ils sont Mhm. équipés pour ça? Il y a des transactions aujourd'hui sur le marché secondaire qui ressemblent de plus en plus à des opérations de co-investissement. Si on fait ce type d'opération, il est Mhm. important qu'on soit équipé en termes d'équipe. Mhm. Qui sont plus à même de regarder des sujets en direct, plus à même d'avoir des manières de raisonner Mhm. moins quant, plus Mhm. business oriented. Donc ça, Mhm. c'est important. Donc ça, c'est tout aspect quantitatif slash qualitatif. Après, il y a aussi un aspect sur lequel on est très, très attentif dans nos analyses avec Julien, mais ça depuis tout le temps, hein, et qui est assez fondamental, c'est aussi l'aspect dynamique d'équipe. Quand vous êtes dans un fond, bien souvent, vous basez sur les performances passées. Mhm. Ça, c'est bien. Mhm. Bon, Encore évidemment, faut-il que on les sait gens tous restent. on sait tous que le passé Mhm. n'est pas le futur, même s'il peut donner du confort, évidemment. Mais oui, il faut que les gens restent. Premier sujet, est-ce que les gens qui ont fait les Mhm. opérations sont là? Deux, est-ce qu'ils sont encore motivés? Mhm. Trois, est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'elle a l'air bonne? Mhm. Donc on passe aussi beaucoup de temps à aller sur site. Au Mhm. sujet secondaire, on était allé tout près de Zurich voir LGT. Mhm. On était allé voir enfin, les fonds passent beaucoup de temps Mhm. in situ pour aller à la fin des fins. Enfin, c'est un people business. Mhm. Ah, bien Vous sûr. faites, vous faites des deals Mais avec des nous, gens. pareil, dans notre grille d'évaluation des fonds de private Bien sûr, equity qu'on propose, on prend en compte ça. Alors, on n'a pas la même proximité que vous pouvez avoir en étant un LP ou bien sûr. racheteur de parts, mais effectivement, c'est peu de personnes qui gèrent souvent des sommes d'argent assez colossales avec pas mal de participation. Donc, tu perds la moitié de l'équipe, Oui, il y a le sujet de cataclysmique. la dynamique d'équipe, le Mm. sujet de la fidélisation de l'équipe, et c'est aussi un marché, j'ajouterai un point, c'est aussi un marché
où il y a beaucoup de gens intelligents. Mmh. C'est un marché très dur, donc il faut que les gens, les gérants de fonds gardent leur Mmh. niveau d'exigence Mmh. intact. Parce que Mmh. si tu baisses un peu, tu baisses de 5%, bah, tu peux Mmh. perdre 30% de ta perf. Mmh. C'est ça un peu le sujet, Mmh. ça amplifie. Donc c'est un marché sur Ouais, bien lequel, sûr. et ça c'est du qualitatif, ça peut Mmh. pas forcément se rationaliser. C'est pour ça que ben, bien souvent on y va à deux, hein, avec Julien, Mmh. pour aussi croiser nos avis, parce que c'est une partie sur laquelle on met aussi beaucoup de nos analyses. Mmh. En réalité, l'analyse quantitative, donc ça c'est une analyse froide en chambre, Mmh. sur des chiffres factuels, hein. Mmh. Puis après, il y a l'analyse dynamique. Encore une fois, on est sur des sujets qui sont dynamiques, qui ne sont Mmh. pas statiques. L'analyse quantitative est toujours intéressante, mais elle est forcément statique. Mmh. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Gris qu'on a analysé et amplifié d'ailleurs, et développé depuis une quinzaine d'années. Alors, si je rentre un peu dans le détail du produit, Mmh. le produit, on l'a construit comme ça, avec différentes catégories de parts. Il y a des parts qui sont appelées tout de suite, donc c'est-à-dire Mmh. que c'est pas la majorité des gens, mais des souscripteurs qui mettent 100 000 euros et disent bon, voilà, moi j'ai envie de mettre 100 000 euros et j'entends plus parler jusqu'au moment Mmh. où on distribue. Mmh. Ça, c'est 5-10% des souscripteurs. Et on a créé des parts qui sont appels programmés à des dates prédéfinies. Chaque 1er avril de chaque année, il va y avoir un décaissement qui est dans le marbre. Première année 25%, deuxième année Mmh. 25%, troisième année 17%, quatrième année 17%, cinquième année 17%. Donc déjà, il n'y a pas de stress par rapport au Mmh. sujet des appels de fonds. Ça, c'est intéressant, même que la date soit Elle connue est, elle est, par elle l'avance. est, ça, c'est un peu le résultat de tâtonnements qu'on a fait avec Julien dans nos précédents produits. C'est anxiogène en réalité. Mmh. Ce sujet Ouais, d'appel de c'est fonds, il sûr. est anxiogène parce qu'on dit on va t'appeler, on ne sait pas exactement combien Mmh. et on ne sait pas exactement quand. Ouais, en plus, on a des gens, nous, on a des clients qui programment des comptes à terme pile au moment Évidemment, pour s'assurer d'avoir la évidemment, liquidité. Non, c'est évidemment. intéressant. Donc ça, on a gardé cette logique-là de dire voilà, la date, elle est gravée dans le marbre, c'est exactement ce montant qu'on vous a appelé Mmh. et c'est telle date. Et on a dit aussi, bah voilà, on va quand même aussi quelque part capitaliser sur les atouts du marché secondaire pour profiter de la vélocité du capital, hein. Évidemment, bah, le fonds secondaire Mmh. est plus véloce en capital qu'un fonds primaire parce que Mmh. vous rachetez des actifs en cours de vie. Donc, on a 5, 6, 7, bah, il y aura des sorties qui sont plus précoces. Et ces sorties plus précoces, elles vont nous permettre, d'après nos estimations, hein, de faire des distributions plus rapides. Et Mmh. l'impact de ça, c'est quoi? C'est que bah, vous êtes engagé quelque part, je prends un souscripteur de 100 000 euros, il s'est engagé à décaisser 100 000 euros en 5 fois. Donc, il Mmh. va vraiment décaisser 100 000 euros. Mmh. Le sujet, c'est que nous, en tout cas nos estimations et nos modélisations, on est en mesure de lui rendre, dès l'année 3, quelque part, du capital. Donc, ce qui fait qu'en trésorerie immobilisée, Mmh. et ben, en fait, il sera à moins de 100 000 euros. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que euh, voilà, le but de ce produit, c'est de dire voilà, on met 100 000 euros. Notre but à la fin, c'est de rendre 170 000 euros au scripteur final. Mais néanmoins, si je raisonne en trésorerie immobilisée, Mmh. je considère qu'il immobilise Le environ TRI, 70 000. avec tout ce qu'on peut faire, le coût d'opportunité sur la Exactement, période. exactement. Mmh. Ça permet quelque part d'immobiliser réellement pas l'intégrité de la Mmh. somme qu'on Mmh. a engagée dans le produit. Donc Mmh. de profiter de l'aspect véloce du Mmh. capital Mmh. et du marché D'où secondaire. l'intérêt, maintenant, je refais le lien avec ce que tu disais au début, bah, le fait d'avoir des fonds en année 8, ça te permet de faire de la distribution plus vite et ensuite, tu essaies de caler les différents fonds pour avoir une distribution qui soit attrayante pour le client. Exactement, Mmh. c'est exactement ça. Bah oui, Mmh. c'est un peu comme ça que le produit est construit. Mmh. Euh, de manière complètement logique, une espérance de gain moins forte que sur Myriad, Mmh. bah, tout simplement parce qu'on vient à un moment dans une classe Mmh. d'actifs où il y a déjà une partie de la création de valeur, une partie du chemin qui a été fait, hein. Euh, mais une vélocité du capital plus grande qui permet de Mmh. redéployer ailleurs, de faire d'autres Mmh. choses, etc. Un produit qu'on veut également complémentaire. Mmh. Alors, ce qui est aussi important, là, c'était le schéma initial du produit. Maintenant, si je passe sur le CLP, maintenant, bah, on est égal d'un an quelque part. Parce que Mmh. maintenant, le produit a été lancé en un an. Donc là, on est Mmh. en A2. Donc quelqu'un qui rentrerait maintenant, bah, le 1er avril, bah, il paye Mmh. 50 hein, cette Mmh. fois-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, là, tout est décalé Ouais. d'un an. Donc là, c'est l'année prochaine qu'on prévoit de faire la première distribution qui viendra quelque part tamponner, Mmh. parce qu'on prévoit de le faire le même Mmh. jour, hein. L'appel donc en net, quelque Mmh. part, le décaissement qui serait fait par le souscripteur serait inférieur à 16 000 euros. Ça serait, Mmh. dans le cas d'un 100 000 euros, ça serait 16 moins 4 au cas Mmh. d'espèce, donc 12. Donc Mais j'imagine par contre qu'il y a une prime de souscription oui, pour le tu, retard, ouais, tu as ce qui est entièrement normal. raison. Alors, oui, tu as raison. C'est que, alors, le prix de souscription, je peux peut-être de rappeler juste Mmh. ce que c'est, hein. Le prix de souscription, c'est un schéma, c'est un mode de fonctionnement qui est propre au private equity et qui est assez classique, hein, y compris pour les investisseurs institutionnels, qui dit voilà, bah, vous rentrez au début du produit, bah, vous avez moins de visibilité, bah, vous payez pas de prime de souscription, vous rentrez au bout d'un certain temps. Mmh.
quelque part, vous avez beaucoup plus de visibilité Mmh. que la personne qui rentre au début. Vous voyez un peu ce qu'il y a dans le portefeuille, vous avez plus de confort quelque part Mmh. et vous avez également gagné de la valeur temps. Donc, vous payez une prime de souscription qui vient Mmh. quelque part Mmh. dédommager, Ouais, bien les sûr. premiers. D'ailleurs qui est acquise au fond, hein, qui reste à l'intégralité, Mmh. à disposition de Mmh. l'intégralité des souscripteurs et donc là, au cas d'espèce, depuis le 1er janvier 2025, il y a une prime de souscription d'1 % qui s'applique, qui s'applique au produit. Donc quelqu'un qui rentre à 100 000 € devra en réalité s'engagera à hauteur de 100 000 plus, Mmh. 1 000 € Mmh mh. payés, au moment de la Mmh. souscription au titre de cette prime de souscription. Prime de souscription qui passe, pour être complet, à 2 % à partir du 1er juillet. D'accord. Ce que voilà, qui est le prix quelque part, voilà, pour rentrer en cours de route, Mmh. voilà, tout simplement. Mmh. J'ajoute, si je peux faire juste un tout petit laïus, sur ce sujet-là, c'est que le produit en tant que tel, actuellement, il est in bonis, hein. C'est quand on prend Mmh. la VL à fin décembre 2024, on est autour de 115 en Mmh. moyenne départ. Donc ça veut dire que, ça remplit un petit peu le rôle du marché secondaire, c'est Mmh. qu'on élimine cette courbe J qui est un aspect qui peut être très anxiogène Mmh. et assez complexe à comprendre pour les investisseurs privés. Donc là, on est vraiment sur la thèse en fait de départ, c'est de voilà, Mmh. on commence, quelque part en VL positive et puis après on construit peu à Mmh. peu, peu Mmh. à peu la performance. Voilà. Mmh. Heu, je prends quelques points clés. Alors le but, hein, de ce produit, c'est de lever une cinquantaine de millions. Là, Mmh. on a fait 23 millions et des brouettes, donc on a fait à peu près la moitié du chemin. Mmh. Bon, en général, en fin de levée, ça s'accélère toujours Mmh. un petit peu, donc on est dans les clous pour atteindre ces 50 millions. Une dizaine de fonds, donc 85 de fonds secondaires, 15 d'opérations secondaires, hein, qui viennent un petit peu, compléter l'exposition des fonds. Un fonds de 10 ans, distribution à partir de la partie de l'année prochaine, mais la troisième année du produit. L'objectif de performance, c'est au moins 1,7x de TVPI. Mmh. Si je raisonne en cash on cash, donc par rapport à la trésorerie Mmh. immobilisée, là, c'est supérieur à 2 fois. Et un objectif de TRI de 10% minimum. Alors 10%, c'est par rapport aux parts qui sont payées tout de suite. Mmh. On monte à 14-15% dès lors que les parts sont que les versements sont Mmh. étalonnés. Et Euh, juste pour expliquer dans le détail le TVPI, pour les spectateurs qui Bien connaîtraient sûr. pas. C'est la valeur. Enfin, vous avez mis 100 000, vous récupérez 170 000. Donc, Mmh. les 170 000, c'est la Mmh. valeur globale de l'investissement, alors, en cours de route et à la fin in fine. Donc, Mmh. vous aurez Multiple sur récupéré. cash investi, en Exactement, gros. tout Mmh. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà commencé la sélection, hein, sur la Mmh. dizaine de fonds qu'on compte faire entrer. Il y en a déjà 7. On investit le capital à la fois. Ce qui est important de souligner là, c'est que l'engagement, vous le voyez, la fin janvier, même, hein, il est un petit peu supérieur à fin février, mais peu importe, il est de 23 millions. C'est-à-dire qu'on Mmh. pilote les engagements au fur et à mesure de la levée. Quelque part, on investit en même temps qu'on collecte l'argent. Comme ça, c'est assez. On est dynamique de ce côté-là, ce qui permet d'investir également le sujet, justement de présenter une valeur liquidative Mmh. positive à l'instant T. Euh, je peux prendre effectivement 2 exemples, hein, parce que Ouais. parmi les sujets qui sont mentionnés là, peut-être 2 exemples un peu différents. Je peux mentionner un fonds, je vais prendre un fonds spécialiste, un fonds qui s'appelle Sen Capital. Alors Sen Capital, c'est un fonds c'est animé par un géant qui s'appelle Fabrice Moine. Et Fabrice, moi, je le connais depuis 7-8 ans, hein. C'est un Mmh. professionnel du marché secondaire. Je connais depuis 7-8 ans, qui est spécialisé sur les petites transactions de niche, transactions un peu moins regardées, sur des gérants peut-être un peu moins connus, sur des Mmh. géographies peut-être aussi un peu moins vanille. Euh, Très agile, capable de Mmh. faire des opérations de 3 4 millions, au type d'opérations qui intéressent évidemment plus les gros fonds. Parce que Mmh. quand vous avez un fonds d'1 milliard, 2, 3 milliards, vous pouvez pas dédier de la ressource sur des très très petites Mmh. opérations. Donc ça lui permet quoi? Ça lui permet d'identifier des opérations dans lesquelles la personne a vraiment besoin de vendre, donc besoin de liquidité. Donc ce sont le type d'opérations sur lesquelles il y a une décote qui est supérieure. Mmh. Parce que la décote, elle devient secondaire par rapport à la priorité qu'on a de vendre l'actif et vendre les parts de fonds. Donc en fait, ça permet à Fabrice en général de passer des décotes autour de 50%. Et Ah ça oui. permet à Fabrice d'atteindre des résultats qui sont au-dessus de 2x. Donc ça, c'est le type de sujet. Mmh. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais c'est le type de sujet qu'on regarde et qu'on a chargé dans le fond et sur lesquels on va aller chercher de la surperformance d'après nous, en tout cas d'après nos Mmh. analyses, parce que voilà, c'est des fonds petits, agiles. Alors évidemment, cette stratégie-là, tu peux pas la faire avec un fonds d'1 milliard, ça Ouais. ne marche pas. L'effort, il est le même que tu ne pas Mmh. 2 millions ou 200 millions quelque part Mmh. dans ce marché-là, hein. Mais voilà, ce positionnement-là
bah, ça lui permet d'aller chercher de la performance, en tout cas d'après nous, d'après nos analyses, un peu supérieure à la Mmh. moyenne, au prix de transactions, qui sont un peu plus cachées, un peu plus complexes et Ouais, cetera. je Donc comprends. ça, c'est le type de sujet qu'on aime bien et c'est Donc c'est un fonds français, et du c'est un coup? fonds français, Mmh. basé à Paris avec, aussi, il y a aussi un partenaire qui est aux États-Unis, mais OK. c'est un fonds français avec un VET du marché secondaire sur cette thématique-là. Et si je prends un fonds plus traditionnel, un fonds généraliste, donc là, je vais prendre Coller. Coller Capital, c'est Jérémy Coller, c'est un des inventeurs du marché secondaire, hein. Donc, pour le coup, voilà, ils sont rompus à ça. C'est un fonds de 10 milliards. Donc là, on passe dans la Ah catégorie des oui. gros fonds qui vont être capables de faire des opérations de 500 millions plus, hein, sur lesquels on va chercher du 1,6, 1,7, hein, donc Mmh. comme je te disais tout à l'heure, qui est pour le coup très robuste. Donc là, Mmh. on va chercher quelque chose, voilà, c'est un peu le socle du produit, une performance assez mécanique, hein, Mmh. et là, c'est une autre ambiance, hein, c'est 250 investisseurs, c'est des bureaux un peu Ouais. partout dans le monde, sa capacité à faire des deals avec des bouts en Asie, des bouts aux États-Unis, Mmh. des bouts en Europe, donc deals plus compliqués, Mmh. mais à la fin des fins, marché aussi un peu plus concurrentiel aussi. Donc, euh, donc voilà, mais on pense que cette adjonction de fonds généralistes et de fonds plus spécialistes, elle est intéressante et elle apporte aussi au produit, Mmh. bah, une plus-value par rapport à des choses où OK. on mettrait juste deux, trois sujets qui sont un peu comparables. En OK. tout cas, c'est notre conviction Mmh. à ce Et j'ai stade. vu que tu avais aussi, bah, après j'aimerais bien que tu nous parles de Bex parce que je sais que tu as une Ouais, relation particulière ouais, avec eux, mais ouais. Rothschild ont des fonds de secondaire? Exactement. Ah, je savais Bah, pas. je peux te parler de Rothschild. Rothschild, on les connaît bien aussi, hein. On était investisseur chez Adaxtra chez eux, donc Mmh. ça fait 5-6 ans. Alors Rothschild, en fait, ils ont différentes, tu as raison, ils ont différentes practices, Mmh. différentes. Parce que je connais Five Arrows où là c'est Exactement. Bah, alors Five Arrows, tu connais Fapi, c'est ça? oui, Ah, ok, donc FAPEP, ouais. Ouais. Fapep, donc c'est Mmh. le côté fonds de fonds, exactement. Ouais. Bah, en fait, Faso, c'est Five Arrows, mais cette fois-ci, c'est la pratique secondaire OK. qui, pour le coup, existe depuis une vingtaine d'années, hein. Donc, c'est une practice un peu cœur, qui fait 1,5 milliard. Et là, bah, quelque part, c'est assez logique. C'est que c'est une plateforme. Donc, ils ont Mmh. des fonds, ils ont des relations avec des gérants, ils ont Mmh. aussi des opportunités secondaires qui leur remontent. Et ils se sont lancés sur ce marché du secondaire il y a plein d'années, hein, avec une Mmh. vraie équipe. Et là, ils ont un angle très particulier. Ça a beau être un fonds un peu généraliste que c'est Rothschild, mais Mmh. c'est quand même particulier dans ce sens où, en fait, eux, ils vont pas racheter des parts de fonds. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans les portefeuilles, regarder en général 2, 3, 4 sociétés qui leur semblent à potentiel et les remettre dans un véhicule pour continuer l'histoire. Mmh. Donc, quelque part, c'est un peu les fonds de continuation avant l'heure. Donc, D'accord. ils ont une analyse qui est assez proche d'analyse d'investisseurs en primaire. Moi, j'ai déjà Mmh. fait des co-investissements avec eux dans une autre vie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand ils regardent des actifs, ils regardent vraiment à la manière d'un investisseur primaire. Donc, c'est Mmh. vraiment des gens extrêmement pointus, extrêmement précis dans leurs analyses, Mmh. qui poussent, qui fouillent extrêmement, extrêmement, extrêmement bien les sujets. Et on aime bien ce fonds-là parce que, c'est des super pros. Le track est très bon. Tu vois, là, il peut tangenter effectivement le 1,8, hein, pour un fonds Mmh. qu'on considère un peu généraliste. Et en plus, sujet aussi qui est très important pour nous, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais ça me permet aussi de faire le sujet là, c'est que à chaque fois qu'on regarde un fonds, on suce des critères quantitatifs, qualitatifs, on va également aussi regarder l'alignement d'intérêts. Et OK. là, c'est fondamental de dire et de savoir bah, que Rothschild & Co, donc la famille, hein, Mmh. elle met 230 millions sur la table. Donc elle Mmh. met à 15 à 20% du fonds dans le Mmh. même, dans le même fonds, dans le même fonds que, Mmh. que, que, que toi, quelque part. Mmh. Donc c'est aussi un élément très rassurant. C'est Mmh. outre le fait que c'est des super pros, outre le fait qu'ils ont un super track, outre le fait que leur dynamisme il a l'air Mmh. intact et même plus intact qu'avant, bah, c'est super, super important pour nous de Mmh. savoir que l'alignement d'intérêt il est là. C'est vraiment la base aussi, c'est Mmh. un critère de sélection Mmh. extrêmement important dans les fonds. Mmh. Être sûr que tout le monde est un peu dans le même bateau. Et aussi, l'aspect plateforme. Ça, c'est un avantage énorme de ce type de business où tu as la gestion privée, le M&A, tu as une Bah, vue, sur le marché qui a pas de prix. c'est exactement ça, c'est que tu as une vision transversale, Mmh. que pour peu qu'effectivement tu saches canaliser Mmh. l'information, que tu C'est ça, saches, c'est ça le défi. ouais, ouais, que tu Mmh. saches un peu faire le tri, que tu saches ménager Mmh. les uns les autres, ce qui est Mmh. toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais néanmoins, oui, c'est extrêmement riche d'avoir Mmh. différentes verticales, bah, une plateforme Mmh mh. qui de facto origine beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui Mmh. remontent et après, ils peuvent faire le tri parmi toutes ces opérations-là. Donc, ça a Mmh aussi beaucoup de mh. Ouais, valeur. bien Tu as sûr. raison. Et alors, Bex, je peux t'en parler avec grand plaisir. Je peux même te faire la genèse, hein. Moi, Bex, c'est un fonds qu'on a découvert. On était le premier institut à rentrer dedans avec Julien quand on était à la Bred. Donc là, c'était Mmh. même sur les capitaux de la Bred.
On a connu en 2015-2016, donc il y avait que Benjamin à l'époque Mhm. et Alexis, que tu connais, qui est partenaire aujourd'hui. C'est un fonds qui nous avait séduit parce que, alors là, complètement niche, hein. Alors là, Mhm. c'est je rachète des parts de fonds de fonds. Première action, Mhm. c'est de dire waouh, Mhm. ça fait quand même beaucoup de fils qui sont piles, comment on va Mhm. faire de la performance? Et puis après, quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mhm. Et que bah, déjà, c'est un marché extrêmement particulier sur lequel, en fait, de facto, il y a très peu d'acteurs qui peuvent intervenir parce qu'on est Mhm. très très loin des actifs et que les acteurs naturels qui pourraient intervenir, c'est les autres fonds de fonds. Or, Mhm. quand tu es un fonds de fonds, tu veux pas que tes concurrents interviennent sur le même segment que toi. Donc, en fait, ce qui fait que les acheteurs naturels de part de fonds de fonds, il y en a très peu. Et Mhm. il y a uniquement Bex qui en a fait sa spécialité. Et ça garantit quoi? Ça garantit une décote à l'entrée qui est assez dodue, puisqu'on parle en général d'une moyenne environ 30% de décote. Donc, Pourquoi aussi bah, parce qu'il y a important? très peu d'acteurs. Il y a Ok. très peu d'acteurs. Il y a très Donc peu quand il y a un d'acteurs, besoin, très peu c'est ouais. d'acteurs, très peu de concurrence. Et donc, de facto, bah, ça joue sur ta décote, hein. Mhm. Et les acteurs naturels, encore une fois, c'est les autres fonds de fonds. Mais les fonds de fonds ne veulent pas vendre à leurs compétiteurs, ne veulent pas quelque part, des parts de leurs fonds de fonds se retrouvent chez des Mhm. compétiteurs. Donc, bah, en général, c'est soit les LP du fonds, Mhm. les investisseurs en général, des fonds de pension qui peuvent racheter ça, bah, soit c'est souvent Bex qui est consulté Mhm. pour ce type d'opération. Ils ont fait vraiment leur spécialité depuis 10 ans sur ce marché de niche. Ils connaissent extrêmement bien le sujet. Ils savent exactement aussi, voilà, c'est un peu de la sauce interne, hein, c'est un profil assez quantitatif, hein, de quand racheter, quel type d'année, quel type Mhm. de profil de cash flow. Et une des secrets de sauce, hein, de Bex, en fait, c'est de racheter des parts de fonds qui sont dans les 7, 8, 9, qui vont distribuer extrêmement vite. Là, on est dans une Mhm. vélocité du capital Mhm. tellement forte qu'en réalité, bah, c'est un fonds de fonds qui va, enfin, c'est un fonds, pardon, un fonds secondaire qui va appeler, si on prend un engagement par exemple de 1 million, ils vont plutôt appeler 700 000 euros. Mhm. Donc ça, c'est dit dès le début, hein. On Mhm. n'appellera pas l'intégrité de ton capital, Mhm. mais on mettra l'intégrité de ton capital au travail. Ça veut dire qu'ils vont tellement recycler l'argent Mhm. qu'ils vont vraiment investir 1 million. Mhm. Donc, quelque part, ils auront fait le travail. Toi, tu leur as Ouais. confié 1 million, ils auront investi 1 million, mais ils t'auront appelé qu'à hauteur de 700 Mhm. 000 euros. Ce qui leur Mhm. permet de dégager des performances qui sont complètement intéressantes, hein. Mhm. Le fonds de 2016, c'est le meilleur fonds secondaire du millésime au niveau mondial, Mhm. donc qui sort Et c'est à des tailles de... 3x. Ah, en plus, c'est des fonds de taille Oui, conséquente. alors c'était clairement une question que nous, on s'était posée au moment où on a fait tous les fonds Bex, hein, pour rien Mhm. cacher, hein. Mais au moment où on a fait Bex, hein, Bex 2, puis Bex 3, puis Bex 4, puis Bex 5, hein, Mhm. c'était de dire, ouais, est-ce que c'est une stratégie Qui peut grossir. qui est scalable quelque part? Est-ce qu'elle Mhm. peut grossir? Est-ce qu'elle marché? Et de manière un peu contre-intuitive, parce que c'est pas ce qu'on avait anticipé, mais dans nos analyses, on a vu que bah, plus la transaction elle était grosse, plus elle est liquide en fait. Donc plus la limite la décote elle est importante. Mhm. Donc et oui, bah, il déploie le capital sur le même rythme avec le même niveau de décote et quelque part la Mhm. performance ne s'en trouve pas moyennisée à l'instant T en tout cas. Mhm. Mhm. Ouais. Donc voilà un petit peu pour le produit qu'on a construit, hein, à ce stade. Donc, on a la visibilité sur à peu près 70% de l'actif. Il reste Mhm. environ 3 fonds, potentiellement un petit peu de co-investissement. Et l'idée, bon, nous, c'est de continuer la levée de ce fonds jusqu'à fin octobre et de collecter. Donc, ces millions restants pour atteindre une taille de 50 millions. Voilà. Très clair. Très clair, très clair. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du fond, de la stratégie. Il nous reste quelques minutes. On va peut-être regarder s'il y a des petites questions. Avec plaisir. Alors, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, ce qui est bon signe. Ça veut dire que Ouais, c'était ou pas. plutôt clair. Alors, on a une question. C'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est dans le scope de ce fonds-là, mais une question qui est-il envisageable d'avoir une stratégie avec des critères de choix ESG forts pour ce marché secondaire? Ou alors est-ce que c'est compliqué? Alors, objectivement, c'est plus compliqué à mettre en œuvre que sur les fonds primaires. Ce qu'il faut savoir, c'est sur les fonds primaires, en tout cas en Europe, aux États-Unis, c'est un autre sujet. Mais en Europe, on a ce qu'on appelle article 8, qui est devenu le standard de place. C'est-à-dire que Hmm. vous ne levez plus d'argent actuellement sur un fonds primaire si vous Hmm. n'êtes pas article 8. Hmm. Article 9, c'est encore autre chose, hein, Hmm. mais article 8, Encore ça plus devient le contraignant. standard de place minimum pour être éligible au niveau Hmm, hmm. institutionnel. Et ça, pour être article 8, il faut respecter pas mal de sujets. Il faut être capable, quelque part, de récolter pas mal d'informations dans les entreprises sous-jacentes. Donc, une fois que je dis ça, on se rend bien compte que sur les fonds secondaires,
c'est plus compliqué. C'est plus Mmh. compliqué à partir du moment où vous faites beaucoup de transactions, à partir du moment où vous avez des centaines de boîtes sous-jacentes. Vous n'avez pas forcément la Mmh. facilité à avoir le contact avec le gérant, le Mmh. contact avec la Ouais, je société. comprends. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que peu de fonds sur article 8, aucun espèce fasolé. Mmh. Fasolé parce qu'ils ont un nombre de, fonds, de boîtes qui sont assez limités finalement, Mmh. parce qu'ils vont choisir deux trois boîtes et faire peut-être une quinzaine de transactions, qui fera peut-être une Mmh. 30, 40, 40 sociétés Mmh. sous-jacentes. Donc ça, c'est faisable. Donc ils sont article 8. À partir du moment où vous êtes comme Bex et vous avez plusieurs milliers de sociétés, vous ne pouvez pas. Mmh. Ce qui ne veut pas dire, attention, que tous les fonds qu'on mentionne là n'ont pas en interne une équipe ESG et des responsables ESG qui s'évertuent à ranker les gérants, voir si des gérants sont comestibles, voir quelquefois Mmh. font un veto sur certaines transactions pour sortir quelques gérants des transactions parce que c'est vraiment c'est pas possible de prendre Mmh. ces sujets-là. Ils font attention. Maintenant, ils ne peuvent pas encore rentrer dans la classification article 8 parce que c'est pas possible à l'instant T Mmh. pour eux. Je pense que c'est un sujet sur lequel la place travaille et Mmh. on fera des aménagements pour ce Ouais. type de fonds-là. Parce que, encore une fois, c'est au cœur de leurs préoccupations. Et des gens comme Collard ont une équipe de 5-6 personnes sur ce sujet-là, hein. Mmh. Non, je comprends. Très bien. Alors, je vois qu'on a une question sur le calcul de la performance. Oui, Entre les 100 000, les 170 000, oui, les TRI annoncés, la distribution euh, et l'engagement, je pense que ce serait pas mal qu'on repasse bien dessus sûr, peut-être bien quelques sûr, minutes bien sûr, pour bien interpréter les chiffres. bien sûr. Alors, je comprends le calcul là, qui est fait par Monsieur Lafont, qui est de dire bah, ça fait à peu près 7% par an, mais le calcul est un peu plus compliqué dans le sens où on a les distributions qui arrivent avant. Je pense que Oui, refaire un oui. petit coup dessus, Non, ça peut être intéressant. avec plaisir, avec grand plaisir. Alors déjà, engagement de 100 000 euros qui a Mm, vocation à être appelé de manière intégrale, là. mm, Soit tout de suite, mhm, soit en 5 ans. mm, En 4 ans à l'espace, parce mm, qu'on a la deuxième année du produit. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Vous investissez 100 000 euros, vous serez vraiment appelé à hauteur de 100 000 mm, euros. Maintenant, nous, on a l'ambition et nos estimations et nos modélisations sont conformes dans ce sujet-là, de faire des distributions dès l'année prochaine. mm, Ce qui fait qu'en trésorerie nette, immobilisé pour le souscripteur, on sera aux alentours de 70 000 euros parce mm, qu'on aura été en mesure de faire des distributions au moment où on appelle 16 000 euros, au moment où on appelle 17 000 euros mm, en quatrième année et au moment où on appelle 17 000 euros en cinquième année. Donc, quelque part, en trésorerie immobilisée, on ne sera pas à 100 000 euros, mm, on sera plutôt à 70 000 euros. Donc, si je parle en multiples, bah voilà, notre but, c'est de rendre 170, donc mm, TVPI 170 000 euros. Si je divise par 100, ça fait 1,7. Donc, ça, mm, c'est vraiment l'argent que j'ai engagé et mm, décaissé. Maintenant que c'est l'argent que j'ai immobilisé, c'est 70. mm, Je fais 170 divisé par 70, ça fait 2,4. mm, Multiple qu'on appelle dans le jargon, multiple cash on cash, mm, parce que c'est le cash que j'ai mm, immobilisé par rapport au cash que j'ai reçu. Maintenant, on TRI. Alors, le TRI, il y a rendement et TRI. Le TRI, mm, c'est un calcul qui est assez inintelligible en mm, réalité, mm, mm. parce que ça vient mesurer le rendement de l'argent en fonction Ouais. des appels et distributions. Mm, Évidemment, si vous n'avez aucun, vous avez un appel à l'instant T et une distribution à 5 ans, mm, un exemple tout bête, hein, vous faites un versement de 100 000 euros, vous récupérez 200 000 euros au bout de 5 ans, bah là, ça fait un TRI de 15%. mm, Il n'y a mm. pas de débat. En revanche, à partir du moment où vous avez des flux intermédiaires, même si vous faites que 200 000 à la fin, bah, ça fera un TRI beaucoup plus haut. Mm, Et c'est difficile, hein, à conceptualiser. Et mm. là, notre TRI, bah, c'est un calcul financier qui, quelque part, tient compte du fait que bah, très rapidement, on commence à rendre de l'argent. Mm. Donc le fait qu'on rentre de l'argent, bah, ça vient augmenter ce Ah, bien taux de sûr. rendement de Mm, l'argent qui est encore une fois un sujet pas si simple que mm, ça à mm, intellectualiser. Le but, c'est de dire, voilà, moi, j'ai fait tourner votre... Le but, c'est de dire, j'ai fait tourner votre argent à ce sujet-là. mm, Maintenant, c'est un indicateur qui, objectivement, il faut toujours mettre en relief et mm, en perspective avec le multiple. Parce qu'on pourrait aussi très bien se retrouver dans le type de sujet où on fait tourner mm, très très vite l'argent et à mm, la fin, le multiple qui est servi n'est pas forcément mm, très, très important. mm. C'est pour ça que nous, on Il y a un communique toujours sur les entre-deux à deux. Il y a trouver. Ouais. toujours un peu les deux sujets à, Mm, mm. à, à regarder. Ouais, c'est ça. Et donc le calcul, pour reprendre la question qui a été posée, dire 7% par an, c'est pas vraiment le cas parce que 7% par an, si on prend le cas par exemple d'un investissement dans les marchés publics, il faut que l'argent, les 100 000, soit placé pendant les 10 ans pour pouvoir sortir ces 7% par an.
Ce qui fait une grosse différence. Si on est appelé que de 70 et qu'en plus il y a une distribution, c'est que cet argent il peut travailler. Et donc l'équation est un peu différente. Et je fais le lien avec une autre question qui a été posée, parce qu'il y a d'autres acteurs qui mettent en avant ce mécanisme, un mécanisme de pseudo-rente perpétuelle. Alors il faut faire attention aux termes Bien sûr, qu'on utilise, parce que c'est quand même des actifs risqués. bien sûr. Mais effectivement, si on choisit bien ses produits et qu'on fait bien tourner son capital, bah, c'est un petit peu le but. Les grandes familles qui sont accompagnées par des banques privées avec des grosses équipes, leur rôle, c'est ça. C'est de s'assurer que les distributions travaillent, qu'on trouve toujours le prochain fonds. Donc oui, c'est des choses qui sont possibles à faire. Il faut juste le faire avec précaution. C'est pas aussi simple. Non. C'est pas juste une rente. Il y a du Non, travail un non, petit non, peu bien sûr, il y a derrière du pour... travail à faire, Mm, de calibrage, une mm, marge de sécurité à prendre. mm. Mais oui, on sent bien que les distributions peuvent nourrir d'autres engagements. C'est un peu ça l'idée derrière ce sujet-là, où en Mm, fait, on est bien immobilisé moins que 100 000. mm. C'est le même, tout ça, c'est la même mécanique. Exactement. Et bon, on a Monsieur Soudi qui fait une très bonne remarque, qui dit bah, au final, le calcul du TRI avec mouvement d'appel et distribution, ça s'apparente un petit peu à celui d'un cash flow actualisé. Donc, oui, c'est pas si simple que ça, mais on comprend la logique. Alors, mais Ça à faire de doit- tête, c'est juste Hmm. impossible. Ouais, Comme ça, au moins, c'est clair. ouais, Mais oui, c'est ça la logique. ouais, c'est ça. Et peut-être une dernière question, parce que je vois qu'on s'approche de la fin de l'heure. C'est peut-être Monsieur Gonzague qui pose la question sur les primes de retard et l'impact sur le fonds. Est-ce que c'est de l'argent qui vient ponctionner sur les 100 000 euros, ou alors c'est 1 000 euros en plus qui sont payés? C'est en sus. C'est en sus. C'est-à-dire que vous engagez à mettre 100 000 euros. Le premier jour, au cas d'espèce, le 1er avril 2025, vous payez 50 000 Mhm. plus 1 000 euros. Et ces 1 000 Ok. euros, ils restent dans le fond. Hmm. Quelque part, ils deviennent la propriété de tous les D'accord. souscripteurs. Ils viennent dédommager Ok. tous les souscripteurs qui Ok, sont donc entrés avant. c'est pas vraiment une prime de retard qui est payée directement comme une amende. C'est plus, Non. voilà, vous avez pris un petit peu d'avance, ou alors vous avez un petit peu de visibilité. Donc pour compenser, vous mettez un peu au pot pour. Exactement. Ok, d'accord. Vous mettez un peu au pot commun pour Hmm. dédommager ceux qui, quelque part, Hmm. ont pris un Ouais, peu c'est plus plus de fait. risques. C'est plus fait. Exactement. Ok. Alors je vois qu'il y a une dernière personne qui est en train de taper une dernière question, et c'est la dernière qu'on prendra. Super. Si ça se concrétise, et c'est encore en cours, donc on va peut-être attendre quelques secondes, et ensuite on clôturera le webinar. Alors est-ce que ça arrive? Non, ça n'a pas l'air d'arriver. Suspense. Bon, bah, c'est pas grave. Si la question arrive un petit peu plus tard, on se fera une joie d'y répondre. Ah bah non, c'était juste pour dire que c'était très clair. Et c'est Paul-Édouard Falk Oh là là qui là. le dit. Quel plaisir, quel Pour la plaisir. petite histoire. Bah, écoute Kevin, merci beaucoup Merci. pour ton temps, pour tes explications. C'était vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas, bien sûr le fonds est disponible sur la plateforme, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller dédié. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, soit en prenant rendez-vous, soit via le chat. Vous allez recevoir bien sûr la chaîne de mail qui reprend les points saillants du meeting, et vous recevrez bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer, le replay pour pouvoir visionner ça à tête reposée. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à Bonne tous, soirée bonne Kevin. soirée.